31 degrés à Ménotin à Cotonou. Les pluies s'annoncent pour bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h au Bénin. Les nouveaux amendements apportés au code électoral sont objets de recours à la Cour constitutionnelle. Au total, 8 recours sont en examen depuis ce matin devant les 7 sages. À suivre dans cette édition, l'avis de Franck Kenevo, expert en gouvernance sur la question. La communauté internationale, le monde a célébré il y a quelques jours la journée du rein, petits organes en forme de haricot qui se trouvent au niveau de l'abdomen. Les reins se chargent du nettoyage des déchets. Découvrez dans ce 13h au Bénin leur importance. Et puis l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, a célébré ses noces de perles. L'événement a été couplé avec la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2024 à Boycon. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Au total, 8 recours sont examinés ce jeudi 14 mars 2024 par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ces recours dont les députés du Parti Les Démocrates sont en majeure partie auteurs, sont relatifs aux nouveaux amendements apportés au code électoral. Il s'agit entre autres des nouvelles dispositions sur le parrainage et du seuil de suffrage requis pour se voir attribuer un siège à l'Assemblée nationale qui passe de 10 à 15%. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le 11 mars est la journée mondiale du rein. Les reins sont de petits organes en forme de haricot qui se trouvent au niveau de l'abdomen, qui se chargent du nettoyage des déchets qui se trouvent dans l'organisme. Pour comprendre davantage l'importance du rein et le calvaire de ceux qui souffrent des maladies rénales, une équipe de notre rédaction conduite par Florence Bossa s'est rendue dans une clinique de la place qui a une unité de dialyse. Voici le reportage qu'elle nous propose. C'est depuis 1 an que ce quadragénaire souffre de l'insuffisance rénale chronique. Ses reins, censés nettoyer les déchets de son organisme, ne fonctionnent plus. La seule alternative qui s'offre à lui, c'est la dialyse. C'est la fatigue générale. Je suis allé aux soins. C'est de là on m'a dit que je souffre de l'insuffisance rénale. Il faut en moyenne 3 séances pour maintenir son équilibre vital. Alors qu'une seule séance n'est pas à moins de 50 000 francs CFA. Pascal et sa famille sont les seuls à porter ce fardeau avec pour seule âme leur foi. J'ai allé au CNHU, ils m'ont interné. J'ai fait 2 semaines au CNHU. Voyant que le coût du CNHU est un peu élevé, je n'ai pas de prise en charge. Ils m'ont transféré vers ici, qui est un peu moins cher. Une routine qui a complètement changé le quotidien de Pascal. Partagé entre souffrance mentale, physique et le stress, il essaie de toucher la sensibilité du gouvernement béninois à travers son cri de cœur. Si le gouvernement peut regarder dedans et nous aider, mais si tu ne fais pas une subvention à 100%, à 50%, ça va nous arranger beaucoup. 50% va nous arranger beaucoup. Parce que moi, je suis un plombier. Regardez. Un plombier déverser 110 000 par semaine. Vous voyez que c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est l'apport des camarades, des parents qui vont faire ça jusqu'ici. Quand ils vont tourner le dos, c'est fini. Donc, nous prions vraiment le gouvernement de nous venir en aide. C'est un cri de cœur. Pascal Kodia n'est pas le seul à vivre ce calvaire dans cette clinique. La femme de Rodrigue Afo est également rongée par cette pathologie depuis plusieurs mois. À travers la voix de son mari, il demande le soutien des autorités et l'aide des personnes de bonne volonté. Je demande vraiment au gouvernement de venir à l'aide. Parce que comment, même si tu gagnes un salaire, dépenser 110 000 francs par semaine, ils ont dit au moins 2 séances par semaine. Moi, maintenant, je ne sais même pas comment j'ai fait, quel alibi. Hier, aujourd'hui, je suis déjà à 250 000. Où est-ce que je vais même trouver l'argent pour 3e dialyse demain? Je ne sais même pas. Même le directeur général de cette clinique privée implore le soutien du gouvernement béninois afin que la dialyse soit subventionnée. C'est une maladie, ça fait peur.
Il faut avoir pitié. Je profite de l'occasion pour inviter, pour exhorter le gouvernement du Bénin, surtout son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, le président de la République, le père de la nation, en lui disant que nos parents souffrant de l'insuffisance rénale ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Selon un rapport publié sur le site Doctissimo FR en 2020, l'insuffisance rénale chronique affecte plus de 850 millions de personnes dans le monde. Elle provoque au moins 2,4 millions de décès par an. L'insuffisance rénale est la 6e cause de mortalité dont la croissance est la plus rapide au monde. Si c'est le rein artificiel, d'accord? Mais quelles sont les cause de cette pathologie qui fait autant de victimes? Pour essayer de comprendre, nous nous sommes rapprochés du docteur Ayadji Eric, il est néphrologue. En première position, nous avons l'hypertension artérielle. Quand la pression avec laquelle le sang circule dans le corps est trop élevée, voilà, de façon permanente, alors là, ça abîme le rein, puisque au sein des reins, il y a de petits filtres. Et ces filtres-là sont constitués de vaisseaux sanguins. Et quand donc la pression avec laquelle le sang circule est trop forte, ça peut les faire péter un à un. Et nous avons dans chaque rein 1 million. Donc chacun naît avec 2 millions environ. Et à force de faire péter un à un ces glomérules, on finit par ne plus en avoir plusieurs. Et donc le rein n'arrive plus à faire son travail comme il se doit. Donc l'hypertension artérielle au premier rang. Ensuite, le diabète qui le suit. Et après, il y a d'autres maladies héréditaires. Et puis, il y a aussi les prises de toxiques, telles que les tisanes qu'on prend sans dose, des médicaments contrefaits. Si vous ne faites pas de dépistage, vous ne saurez rien. Respectez une bonne hygiène de vie. Donc, boire beaucoup d'eau, manger moins salé, moins sucré, moins gras. Vous voyez ? Faire une activité sportive, au moins 30 minutes d'activité sportive, 5 fois par semaine. Voilà qui est dit. Cérémonie officielle de remise des clés des infrastructures sanitaires construites et réhabilitées par Enabel, agence belge de développement, au ministre de la Santé. L'événement a eu lieu ce mardi matin dans l'arrondissement de Zinvier qui bénéficie de la construction d'une maternité dans son centre de santé. L'infrastructure inaugurée par le professeur Benjamin Houkpati, ministre de la Santé, en présence de l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin et de la population, permettra d'améliorer les conditions de travail et la qualité des soins de santé offerts par le personnel. Reportage signé Ouliat Sanoussi et Mofit Sabouan. Une nouvelle maternité au centre de santé de l'arrondissement de Zinvier. L'infrastructure sanitaire est inaugurée par le ministre de la Santé et l'ambassadrice du Royaume de Belgique au Bénin. Elle est construite par Enabel, agence belge de développement, à travers le programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire PASSRIS, dans le cadre du programme de coopération bénino-belge 2018-2023, mis en œuvre par Enabel. Occasion pour les bénéficiaires de témoigner leur gratitude aux donateurs et au gouvernement. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de la construction de ce bâtiment, mais également le début d'une nouvelle ère de soins de santé au bénéfice des populations de l'arrondissement de Zinvier. Je m'engage avec le chef de l'arrondissement de Zinvier à mes côtés pour le bon entretien de ce centre. Outre la maternité du centre de santé de Zinvier, d'un coût d'environ 217 millions de francs CFA, d'autres infrastructures sanitaires ont été construites ou réhabilitées par Enabel pour près de 1 milliard de francs CFA. La maternité du centre de santé de Koussi dans la commune de Tofo, la maternité isolée de Kuivonhwe et le logement de la sage-femme dans la commune de Lalo, le dispensaire et la maternité du centre de santé d'Adido dans la commune de Tobiclin et le logement de la sage-femme du centre de santé de Tito. À travers les infrastructures sanitaires que nous inaugurons ce jour, Enabel vise à contribuer au renforcement de la qualité de l'offre des soins de santé en général
mais plus spécifiquement des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, plus connus comme SONU. Je voudrais également rassurer le personnel du centre de santé des Zinviers, de même que celui des autres localités qui ont bénéficié des infrastructures similaires, qu'Enabel apportera sa contribution pour que les équipements et matériels biomédicaux nécessaires soient disponibles dans les prochains mois, afin que le plateau technique soit à la hauteur des attentes des populations par rapport à la qualité des soins qu'elles sont en droit d'exiger. 5 centres de santé, dont celui de Zinviers, sont bénéficiaires de ce projet qui s'inscrit parfaitement, au dire du ministre de la Santé, dans la politique sanitaire du gouvernement béninois. Ces infrastructures contribueront ainsi au renforcement de la motivation du personnel qui y travaille et à l'amélioration de la qualité des soins donnés aux populations. Ces maternités et centres de santé sont plus que de simples édifices. Ils incarnent l'espoir. L'espoir, la vie et la promesse d'un avenir meilleur pour nos mères et pour nos nouveau-nés. Je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer ma reconnaissance et également celle du gouvernement du président Patrice Talon à travers Madame l'ambassadrice à tout le peuple de Belgique. Ne plus mourir. Le personnel du centre de santé de Zinviers a saisi l'occasion pour faire quelques doléances, notamment la construction d'un service de laboratoire et la dotation du centre de santé de Zinviers d'une ambulance. Des doléances qui, selon le ministre de la Santé, seront satisfaites dans les tout prochains mois. Célébration des 30 ans d'anniversaire de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé. Je l'annonçais en titre, l'événement a été couplé avec la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2024, meublée de diverses activités dont une campagne de mobilisation et des séances de dépistage. Les manifestations se sont déroulées à Boïcon, à Romero, à la place des spectacles. De nombreuses autorités politico-administratives ainsi que les responsables de la BMS et leurs partenaires ont honoré de leur présence les réjouissances. Plus de détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudouna. 30 ans que l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, est engagée au service des populations vulnérables. Pour les noces de perles, la structure a initié une série d'activités. Les festivités se sont déroulées sur plusieurs jours à la place des spectacles de Romero à Boïcon. Les manifestations sont couplées avec la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale des femmes. Les filles et les femmes constituent les groupes cibles prioritaires des interventions de la BMS. Ces noces de perles que nous célébrons également ce jour sont avant tout les vôtres. Toute notre gratitude au gouvernement du Bénin qui continue de nous accorder sa confiance en tant que leader du marketing social et de la communication pour la santé. Merci de tout cœur à nos partenaires techniques et financiers. Merci pour votre appui constant à nos côtés qui nous permet davantage d'être proches des populations. Occasion de revisiter les prouesses réalisées et de prendre de nouveaux engagements. La célébration a connu la présence de nombreux partenaires. Tous sont revenus sur la place qu'occupent les femmes et les filles dans les différentes interventions menées. Nous sommes au Bénin depuis 1994. Nous intervenons dans divers domaines de la santé, santé de la reproduction, domaine de paludisme et domaine de suivi de l'enfant. Tout se fait et articulé autour de la femme et de la fille. Les Pays-Bas ont toujours fait des investissements en faveur de la femme une priorité, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore. Nous nous engageons donc encore afin de mieux relever les indicateurs en faveur des femmes et des jeunes. Parce que investir sur la femme, c'est investir sur la fille d'aujourd'hui, qui est aussi la femme de demain. En plus des réjouissances dans le cadre de son 30e anniversaire, la BMS a aussi initié une campagne de mobilisation sociale ainsi que d'offres de services intégrés de santé, y compris le dépistage volontaire du VIH, l'adoption de méthodes modernes de contraception et autres. La campagne que nous lançons aujourd'hui représente une opportunité formidable parce qu'elle est une contribution collective à l'amélioration de la condition de la femme, lui permettant ainsi de pouvoir accéder à divers services de santé. Nous sommes fiers de travailler avec la BMS PSI qui contribue efficacement aux côtés du gouvernement béninois et du secteur privé à améliorer la vie des familles béninoises en rendant disponible
des produits et services de santé de qualité à un coût abordable. Merci pour cette expertise partagée depuis 30 ans maintenant. Je vous souhaite d'enregistrer encore des succès plus éclatants dans la mise en œuvre de vos projets. Pour parachever l'organisation, 2 concerts ont eu lieu. L'animation a été assurée tant par des artistes de musique moderne que traditionnelle. Retour sur le débat en cours sur le code électoral, ce nouveau code en donnant plus de pouvoir aux partis politiques, mais sur leur capacité à mettre en place une vraie démocratie interne. Le parti politique qui va mal faire les positionnements à l'occasion des élections générales va payer cash. C'est la lecture de Franck Kenevo, expert en gouvernance. On l'écoute. Je pense que le code qui a été voté, les amendements, globalement, c'est une bonne chose parce que c'est dans la continuité de ce qui a été amorcé au niveau de la réforme du système partisan. Et donc, dans cette continuité, et étant donné que le bilan n'est pas encore très satisfaisant, du fait que les partis politiques n'arrivent toujours pas à contrôler les élus de leur rang, à contrôler le personnel politique. Et donc, je pense que l'idée, c'est de corser les choses pour que ça soit plus facile aux partis politiques. Mais je pense aussi que, à part les questions de parrainage, je pense que l'essentiel des règles s'applique à tous les partis politiques, que les partis soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition. La règle s'applique à tous ces partis politiques. La règle de 10% au niveau national de seuil de représentativité, la règle de 20% pour les circonscriptions électorales, ça s'applique à tous les partis politiques. Donc je pense qu'il y a un idéal derrière ces réformes. C'est l'idéal là que moi je regarde. Il y a la volonté du chef de l'État de conduire le pays à un système qui n'est plus le multipartisme intégral de la conférence nationale, mais un système où 2 ou 3 partis politiques vont émerger, et donc ça va être plus simple pour ces partis politiques d'animer la vie publique et aux citoyens aussi de se retrouver, de s'identifier facilement dans ce paysage partisan. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le nouveau code, en donnant beaucoup de pouvoir aux partis politiques, mise sur leur capacité à mettre en place une vraie démocratie interne, une gestion transparente, parce que justement, le parti politique qui va mal faire les positionnements lors des élections générales va payer cash, parce que dès lors que vous n'avez pas les 20% dans une circonscription électorale pour les législatives, vous n'êtes pas éligible pour partager, vous n'êtes pas qualifié au partage des sièges. Et sur ce débat du code électoral, la Cour constitutionnelle examine une dizaine de recours en inconstitutionnalité sur plusieurs amendements. Les regards sont tournés sur les décisions qui seront rendues par les sages de la Cour, mais avant, l'expert en gouvernance locale apporte quelques nuances. Non, je pense que, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens espèrent que la Cour va rejeter ces dispositions. Si vous regardez dans l'ancien code, qui a déjà fait l'objet de contrôle de constitutionnalité, les questions de seuil de représentativité étaient déjà dans ce code-là, les questions aussi de parrainage étaient dans ce code. Donc, si le législateur, en 2019, est, aux yeux de la Cour constitutionnelle, capable de donner un seuil de représentativité au niveau national, qu'est-ce qui l'empêche de le faire au niveau des circonscriptions électorales? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si le code électoral qui avait déjà mis le parrainage à 10%, si ce parrainage-là passe à 15%, pourquoi c'était légal, c'était constitutionnel en 2019 et qu'en 2024, du coup, ça ne serait plus constitutionnel? C'est vrai que
il y a des éléments de nuance qu'il ne faut pas négliger. Là où on dit que le parrain ne peut donner son quitus qu'à un membre de son parti ou à un parti ayant signé un accord de gouvernance ou le candidat désigné par le parti. Bon, donc, cette liberté d'action du parrain a été un peu limitée. Donc, ça peut faire objet de débat au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais pour tout ce qui reste, c'était déjà dans la loi, même si les variables ont changé. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le principe, la Cour constitutionnelle irait contre cette utilisation des prérogatives du Parlement, qui est de fixer, par exemple, les taux, le seuil de représentativité, qui est aussi de désigner, disons, le nombre de parrains que chaque candidat doit avoir pour la présidentielle. Donc, il est possible que la Cour trouve à redire, mais ça ne devrait pas être quelque chose de grande ampleur, comme l'opinion sur les médias sociaux semble l'indiquer. Merci beaucoup. C'est bon? Toujours par rapport à cette polémique sur le code électoral, les forces politiques de l'opposition étaient dans la soirée de ce mercredi face aux hommes des médias, les démocrates, la Nouvelle Force nationale, la Force Corée pour un Bénin émergent, le Mouvement populaire de libération et la Grande Solidarité républicaine fustigent les amendements apportés à ce code. Je vous propose ici de suivre un extrait de leur déclaration. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisé en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion. Qu'il vous souvienne que le 8 mars dernier, donc il y a 5 jours à peine, nous sommes le 13 aujourd'hui, FCBE, qui ne serait pas peut-être un parti d'opposition, a fait sortir une déclaration et à la fin, FCBE a lancé un appel à toutes les forces politiques qui ne se retrouvent pas dans ce qui se passe comme code électoral, donc ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve pour décider. Et quand quelques jours après, nous avons reçu l'invitation du Parti Les Démocrates, nous avons applaudi. Ils sont là, les amis. Nous avons applaudi. Et nous avons dit, on y va. On y va. Donc ce n'est pas une personne qui dit si tel parti, si sa carte d'identité est de telle couleur ou de telle autre couleur. FCBE, si cette formation politique est de l'opposition ou pas, là, la table que nous constituons, c'est une très forte image communication politique. FCBE, là, j'étais assis là, à côté de M. Noureni, deuxième vice-président du Parti Les Démocrates. Cette image seule montre très bien que les forces politiques de l'opposition se retrouvent. Nous revenons à l'édition 2024 de la Journée internationale de la femme à Kpanouyan dans la commune de Dassa. L'événement n'est pas passé sous silence. Un vibrant hommage a été rendu à la gente féminine de la localité, notamment celles exerçant dans les secteurs de l'éducation et de la santé. À l'occasion, les meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement ont également été récompensés. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. Journée pour rendre hommage aux femmes des différents secteurs d'activité dans l'arrondissement de Kpanouyan, notamment celles exerçant dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les festivités sont organisées par un comité installé à cet effet. Elles s'inscrivent dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la femme. À tous nos illustres invités qui ont fait le déplacement, à mes chères sœurs, les braves dames, je leur souhaite une bonne fête. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Je voudrais témoigner ma joie. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette fête, la célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis très content d'être ici. Et je suis aussi content
de l'organisation. J'ai foi que l'organisation de cette année n'est qu'une organisation de référence et ça va permettre de corriger les failles et ça va nous permettre aussi de consolider ce que nous avons comme acquis et pouvoir avancer les années plus tard. Initiés par un groupe de femmes, les réjouissances ont connu le soutien de plusieurs personnes de bonne volonté. Entre autres activités retenues pour meubler la journée de célébration, il y a eu des séances de récitation, de formation en fabrication de savon liquide ainsi que des panels de discussion. À tout ceci s'ajoute la cérémonie de remise de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement. Parmi ces derniers se retrouvent de nombreuses filles qui ont été doublement gratifiées. Le but visé est d'amener d'autres de leurs pairs de sexe féminin à s'adonner davantage aux études. Le thème de cette journée investie dans la femme est venu à point nommé au CEG Kpawouyan et dans toutes les écoles primaires publiques de Kpawouyan. Et pour rester collé à ce thème, nous avons décidé de primer les meilleurs élèves de chaque classe, surtout les filles, les meilleures filles du CEG Kpawouyan. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous dire que vous contribuez au rayonnement des résultats au niveau de l'arrondissement et au niveau du collège. Merci à vous. Merci de célébrer la femme. Merci de célébrer l'excellence. Merci de célébrer la fille. Parce que j'ai ouï dire que vous avez spécialement fait un geste à l'endroit des 10 premières filles du collège. Célébrer la femme tout en mettant l'accent sur l'excellence en milieu scolaire. L'événement est à sa première édition dans la localité. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, tous se donnent rendez-vous pour une prochaine célébration plus édifiante. Sport à présent, le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, entièrement rénové en 2021, encourt aujourd'hui le risque d'un déclassement de son statut de stade de norme internationale. Une mission d'inspection de la FIFA a relevé il y a quelques mois certaines irrégularités au sein de ce seul stade homologué au Bénin, lesquelles irrégularités ne sont pas corrigées avant le mois de juin 2024, verra le Bénin recevoir ses 2 matchs de juin à l'extérieur. Une situation qui laisse couler beaucoup d'encre et de salive dans le rang des acteurs sportifs béninois. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Voici le reportage. Nous étions en 2021 quand le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a été entièrement rénové à hauteur de 13 milliards de francs CFA. Cette réhabilitation a valu à l'infrastructure une homologation des instances internationales du football, notamment la FIFA. Mais 2 ans après, au regard de certaines irrégularités, la Confédération africaine de football a demandé au Bénin en juillet 2023 de procéder à de nouveaux travaux de remise à niveau. Les griefs de l'institution portent entre autres sur l'entretien du gazon naturel. Même quand vous faites un tour sur le stade, même vous voyez déjà l'état de la pelouse, elle est déjà dans une dégradation tellement avancée. Du coup, ce ne sont pas des conditions réunies pour abriter les matchs internationaux. Quand vous voyez même les vestiaires, la tribune, il y a quand même assez de choses, la zone mixte, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas quand même dans les normes réglementaires pour que ce stade puisse abriter ces genres de rencontres. Moi, je m'attaque directement au directeur du stade, parce que ça lui revient de contre la gestion du stade de l'Amitié. Donc la pelouse, les sièges, c'est à séchage, c'est à lui de vérifier tout ça, c'est à lui de veiller au maintien du stade de l'Amitié. Si aujourd'hui le stade se trouve dans son état de dégradation avancée, je crois que ça lui revient de répondre à ce sujet-là. Ça me fait marrer un peu, mais bon, je me dis après que c'est préoccupant. Qu'est-ce qui était réellement fait et pourquoi tous ces trucs-là, toutes ces remarques-là n'avaient pas été faites ou bien, bon voilà, on se disait que bon, il fallait fermer les yeux là-dessus. Je demande des comptes à nos autorités. Qui avait piloté cette affaire-là? Comment ils ont pu faire pour que, aujourd'hui, lorsque vous entrez dans la salle de conférence, la climatisation n'est plus au top? Vous voyez des choses, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, même les sièges donnaient des tickets. Outre l'état de la pelouse, l'équipement dans les vestiaires, les installations médicales,
La salle de conférence ainsi que la tribune presse sont aussi des zones qui ne répondent pas aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux seniors CAF et FIFA. Face à ces différentes remarques de la CAF, les acteurs se posent maintes questions. Je demande également des comptes à la CAF et la FIFA. Comment se fait-il qu'ils homologuent des stades et puis quelques mois après ils reviennent en arrière pour commencer par lister des choses? C'est pourquoi on a dépensé assez de sous pour un truc qui ne va pas durer dans le temps. À peine 2 ans, 3 ans, mais voilà l'état de la pelouse et les sanctions. Un risque de déclassement du stade. Je me demande, est-ce que vraiment on avait rénové ce stade ou bien on avait fait semblant de rénover? Aujourd'hui, le stade de l'Amitié n'a pratiquement rien. On parle même des choses basiques. On parle de l'infirmerie d'un stade aux normes internationales. C'est aberrant. C'est pas bien entendre qu'on dise qu'un stade reconnu, un stade aux normes internationales n'est pas d'infirmerie. C'est la moindre des choses. On parle des bureaux, des officiels, dans un stade reconnu. À ces différentes irrégularités viennent s'ajouter les travaux de construction autour du périmètre du stade qui ont un impact négatif sur l'organisation des matchs officiels. Si rien n'est fait par les autorités béninoises pour mettre le stade aux normes, le Bénin ne pourra donc pas accueillir le Nigeria et l'Afrique du Sud à domicile au mois de juin prochain en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On n'a pas le choix. Le Bénin n'est pas un pays à part. Donc on doit vraiment réinvestir, malheureusement. On ne peut pas accepter que nos matchs à domicile, qu'on aille les jouer ailleurs. Je ne sais pas combien de Béninois peuvent se déplacer à Lomé au Togo, au Ghana, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire pour aller regarder les matchs de l'équipe nationale. Et si on va recevoir à l'extérieur, c'est qu'il faut débourser de l'argent. Il faut louer. Donc, s'il faut louer pour ces journées, là, à l'extérieur, autant sortir l'argent qu'il faut pour finir ce qui doit l'être et pouvoir permettre au Bénin de jouer ces matchs-là à domicile parce qu'on a souvent ou toujours besoin de son public. Dès que le gouvernement va refaire encore tout le travail pour que le stade soit aux normes internationales, je crois qu'on doit taper le poing sur la table. Et désormais, le directeur, bien, la structure qui a le stade en charge doit veiller à ce que le stade soit toujours aux normes. Si dans les tribunes, on remarque que les anciens sièges sont presque tous enlevés pour être remplacés, les attentes des uns et des autres vis-à-vis du gouvernement à travers le ministère des Sports sont multiples. En attendant la réaction des autorités en vue de redorer le blason du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, chacun de son côté croise les doigts. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.